La Guadeloupe, 1872. Sur les hauteurs du Morne Rouge, les plantations de canne s'étendaient à perte de vue, baignées d'une brume dorée que les colons appelaient la poussière du sucre. Là se dressait la vaste habitation Deschamps, domaine prospère où la famille du colonel Armand régnait depuis 3 générations. Le vent portait l'odeur du rhum, du bois brûlé et du secret. Ce soir-là, toute l'île parlait du même événement. Le mariage de Charles Deschamps, héritier unique, avec Émilie Dufresne, fille d'un riche négociant de Bordeaux arrivé quelques mois plus tôt. On disait que leur union scellerait l'alliance de 2 fortunes et garantirait à l'Empire, sucrier Deschamps, un avenir éclatant. Les préparatifs avaient duré des semaines. Chandeliers de France, dentelles de Lyon, tonneaux de vin importés, vaisselle de porcelaine. Rien n'avait été épargné pour faire oublier que cette richesse s'était bâtie sur le dos des anciens esclaves du domaine, désormais appelés engagés, mais traités avec la même dureté. Dans les cases, la rumeur du mariage provoquait des murmures mêlés d'admiration et de rancune. Parmi les servantes chargées de la maison, il y avait Adèle, une jeune femme à la peau sombre et aux yeux profonds, née sur la plantation elle-même. On disait que sa mère était morte au fouet, quelques semaines après sa naissance, et qu'elle avait grandi sous la surveillance silencieuse de Madame Henriette Deschamps, épouse du colonel, femme pieuse et fière, plus redoutée que son mari. Adèle servait à la cuisine, aux lessives, parfois aux chambres. Discrète, efficace, presque invisible, elle avait appris à se fondre dans les murs. Mais sous son calme apparent se cachait un trouble profond. Car Adèle ressemblait étrangement à la future mariée, même silhouette fine, même port de tête, même sourire discret, une ressemblance troublante, presque gênante. Certains domestiques osaient murmurer que le colonel des années plus tôt avait eu avec la mère d'Adèle une relation inavouée. Si c'était vrai, cela ferait d'Adèle la fille illégitime du maître. Mais personne n'osait le dire à voix haute. Le jour du mariage, un ouragan semblait se lever au loin. Des nuages noirs s'amoncelaient derrière les collines, comme si la nature elle-même voulait protester. Dans la grande maison, Émilie Dufresne, la jeune fiancée venue de métropole, pleurait à l'étage. Elle tremblait. Son mariage, arrangé par son père, lui inspirait une peur sourde. Charles, son futur mari, lui avait paru froid, arrogant, et son regard trop insistant. Elle voulait fuir, mais les portes étaient gardées, les servantes surveillées. Ce soir-là, Madame Henriette entra dans la chambre de la fiancée. Son visage sévère n'exprimait aucune compassion. « Vous porterez ce nom, mademoiselle, » dit-elle, « quoi qu'il en coûte. » Puis elle ordonna à Adèle, qui attendait derrière la porte, d'approcher. « Elle t'aidera à te préparer. » La pluie commença à tomber, drue, tandis que dans la chapelle privée, les invités prenaient place. La cérémonie devait se dérouler dans quelques minutes. Mais soudain, un cri étouffé retentit à l'étage. Émilie Dufresne venait de s'évanouir. Le médecin de la maison déclara qu'elle ne pouvait se lever. Le colonel entra dans une fureur terrible. Comment reporter un mariage dont dépendait l'honneur de la famille? Madame Henriette eut alors une idée qui glaça le sang de ceux qui l'entendirent. Elle regarda Adèle, debout dans un coin, vêtue d'une simple robe de lin. Puis, lentement, elle dit « Mettez-lui la robe ». Personne n'osa protester. En moins d'1 heure, Adèle fut lavée, coiffée, maquillée, parée de la dentelle blanche et du voile d'ivoire d'Émilie. Le cœur battant, elle regardait son reflet dans le miroir. Elle ne se reconnaissait plus. Devant elle, ce n'était plus une domestique, mais une mariée de mensonges. Les cloches sonnèrent. Dans la chapelle, Charles attendait, impatient et ivre de vanité. Quand la porte s'ouvrit et qu'il vit s'avancer la silhouette voilée, il crut à un miracle. La cérémonie fut brève. Les témoins signèrent, les invités applaudirent, personne ne soupçonna la substitution. Ce ne fut qu'à la nuit tombée, lorsque le couple fut conduit dans la chambre nuptiale, que la tragédie commença vraiment. Charles, troublé par la beauté mystérieuse de sa femme, approcha sans méfiance. Il souleva le voile, et ses yeux croisèrent ceux d'Adèle. Un long silence.
Le tonnerre gronda. Charles pâlit. Il recula d'un pas incrédule, puis rit nerveusement, croyant à une farce. Mais le regard d'Adèle, calme et profond, lui coupa le souffle. Elle ne dit rien. Elle se tenait droite, résignée, comme une victime offerte. Le dehors se déchaîna, le vent hurla, la pluie fouettait les vitres. Dans cette chambre close, sous la lumière tremblante des chandelles, la frontière entre le maître et la servante, entre le mariage et le crime, se dissout pour toujours. Et tandis que la maison entière s'endormait, un pacte de silence venait de naître, un secret si lourd qu'il empoisonnerait toutes les générations suivantes. Au matin, la pluie avait cessé. Le vent du large chassait les nuages vers la mer et les premières lueurs du jour effleuraient les collines couvertes de cannes. Mais dans la grande maison du Morne Rouge, l'air restait lourd, saturé d'un silence étrange. Personne n'osait parler de ce qui s'était passé la veille. La noce devait rester pure dans les mémoires. On balaya les pétales fanés, on vida les coupes de vin, on fit disparaître les taches sur le tapis. Tout devait sembler parfait. Dans la chambre nuptiale, Charles Deschamps se tenait près de la fenêtre, la chemise entr'ouverte, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Il fixait la lumière du matin sans la voir. À quelques pas, Adèle s'agenouillait pour remettre en ordre les draps froissés. Son visage était fermé, presque absent. Aucun mot ne franchissait ses lèvres. L'un et l'autre savaient que la nuit écoulée ne pourrait jamais être effacée. Charles aurait voulu croire à une hallucination, un mauvais rêve, mais le parfum du lin, la chaleur du corps qu'il avait serré contre lui, était bien réel. L'humiliation l'envahit, brutale. Lui, fils du colonel, héritier de la maison Deschamps, s'était uni à une femme de sang servile. Sa virilité, son honneur, tout ce qui faisait son rang lui semblait soudain souillé. « Qui t'a ordonné cela ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Adèle baissa les yeux. « Madame. » Ce mot, simple, fit trembler Charles de rage. Il comprit aussitôt. Sa propre mère avait planifié la substitution. Peut-être pour sauver les apparences, peut-être pour le punir d'un caprice ancien. Peu importait. Il sentit une honte brûlante remonter dans sa gorge. « Sors d'ici, » dit-il sèchement. Adèle obéit sans un mot. En quittant la pièce, elle jeta un dernier regard sur le lit défait. Dans ses yeux ne brillait ni peur ni défi, mais une étrange tristesse, comme si elle venait de perdre quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Dans les jours qui suivirent, la maison entière sembla retenue dans un état de torpeur. La vraie fiancée, Émilie Dufresne, confinée dans une chambre de l'aile nord, se remettait lentement de sa maladie. Officiellement, elle était mariée à Charles. Officieusement, elle vivait recluse, couverte de honte. Nul ne devait savoir qu'elle n'avait pas été à l'hôtel. Madame Henriette Deschamps, quant à elle, continuait de diriger la maison d'une main ferme. Elle avait imposé le silence aux domestiques, distribué quelques pièces d'argent et des menaces plus lourdes encore. Son regard, lorsqu'il croisait celui d'Adèle, restait glacial. Elle semblait avoir oublié ce qu'elle avait exigé. Adèle, pourtant, n'oubliait rien. Chaque soir, en préparant le repas, elle revoyait le voile blanc, les chandelles, le regard de Charles. Elle ne savait plus si elle devait haïr cette nuit ou s'en sentir fière. Dans le secret de son cœur, une confusion nouvelle grandissait, un mélange d'humiliation, de honte, mais aussi de pouvoir. Elle avait franchi la frontière invisible qui séparait les maîtres des servantes, et nul ne pouvait plus la renvoyer tout à fait de l'autre côté. Une semaine passa. Le colonel Armand, revenu d'un voyage à Pointe-à-Pitre, fut mis au courant des rumeurs. Il convoqua sa femme et son fils dans le grand salon. Les portes furent closes. Dehors, les esclaves libérés mais dépendants écoutaient à travers les persiennes. On n'entendit pas les mots exacts, mais le ton du colonel résonna sec et tranchant. « Vous avez couvert cette maison de honte. » Ce soir-là, les cris d'Émilie résonnèrent jusqu'aux cuisines. On racontait qu'elle avait voulu s'enfuir et qu'on l'avait retenue de force. Le colonel, furieux, ordonna qu'elle soit renvoyée en France dès que possible, pour raison de santé. Charles tenta de protester, mais il fut réduit au silence. Ainsi,
La véritable épouse quitta la Guadeloupe sur un navire anonyme, tandis que le mariage, aux yeux de tous, restait intact. Pour Adèle, la punition fut plus subtile. Madame Henriette la fit reléguer à la buanderie, loin des regards, mais elle exigea qu'on ne la chasse pas. Officiellement, elle restait une servante. Officieusement, elle était le secret le plus dangereux de la maison. Les mois passèrent. Les récoltes de canne furent bonnes. On reprit les bals, les messes, les marchés, mais sous la surface, le venin du mensonge continuait de se répandre. Charles, rongé par le remords et le désir, évitait Adèle, mais son esprit restait obsédé par elle. Chaque fois qu'il passait près de la buanderie, il sentait ce même parfum, mélange de savon, de sucre et de peau chaude, qui lui rappelait la nuit du mariage. Un soir, ivre de rhum, il entra sans réfléchir dans la petite pièce. Adèle, penchée sur une bassine, leva la tête, surprise. Leurs regards se croisèrent. Il avança, hésita, puis l'embrassa avec brutalité. Elle se débattit, puis céda. Ce fut court, violent, sans tendresse. Lorsqu'il s'écarta, il ne dit rien, quitta la pièce en titubant. Elle resta seule, tremblante, les larmes se mêlant à la vapeur du linge humide. À partir de ce jour, une relation muette, obscure, s'installa entre eux. Charles venait la nuit, sans un mot, et repartait avant l'aube. Adèle ne protestait pas. Elle savait qu'il ne s'agissait ni d'amour, ni même de désir, mais d'un lien de honte impossible à rompre. Pourtant, dans le silence des cases, certains murmuraient qu'elle tenait le fils du colonel sous son emprise. Au village, les prêtres parlaient d'une malédiction. On disait que les Deschamps avaient offensé les lois du ciel et que Dieu lui-même détournerait bientôt son regard. Des animaux mouraient sans raison, la canne brûlait avant la coupe, des enfants naissaient avec des fièvres étranges. Chaque malheur semblait un signe. Un matin, Adèle se sentit défaillir. Elle porta la main à son ventre et comprit avant les mots. Une vie grandissait en elle. Elle aurait voulu crier, mais aucun son ne sortit. Ce qu'elle portait n'était pas seulement un enfant, c'était la preuve vivante du crime, du mensonge et du pacte silencieux de cette maison. Et ce fut à ce moment-là qu'elle décida, sans encore le savoir, que la vérité finirait par se venger d'elle-même. Les mois passèrent lentement sur l'habitation Deschamps. Le soleil, implacable, faisait briller les champs de canne comme une mer de lames. Mais dans la grande maison, c'était l'hiver des âmes. Le silence s'y était installé, lourd, étouffant, traversé seulement par le bruit des pas feutrés et les murmures de ceux qui savaient ou croyaient savoir. Adèle ne chantait plus. Autrefois, elle fredonnait des airs appris dans les cases ou transmis par sa mère. Maintenant, chaque note semblait une trahison. Son ventre s'arrondissait lentement, comme un secret qu'elle portait avec honte et défi à la fois. Dans la buanderie, où on l'avait reléguée, elle cachait sa grossesse aussi longtemps qu'elle le pouvait, mais les autres servantes avaient déjà compris. Elle baissait la tête quand elle passait, certaines par respect, d'autres par peur. Une d'entre elles, Mina, murmura un soir, « Ce que tu portes, c'est du feu. » Adèle ne répondit pas. Mais ces mots restèrent gravés dans sa mémoire. Dans la maison, Charles évitait le regard des autres. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Il buvait trop, dormait peu. Parfois on le voyait errer dans les jardins la nuit, parlant tout seul. Il avait juré à sa mère que tout cela s'arrêterait, que cette fille serait renvoyée avant que le scandale n'éclate. Mais il n'avait rien fait. Peut-être par lâcheté, peut-être parce qu'une part de lui, la plus trouble, se sentait liée à elle. Madame Henriette Deschamps, elle, n'ignorait rien. Elle avait remarqué les rondeurs sous la robe, la fatigue dans le pas d'Adèle. Mais elle se taisait. Sa religion lui interdisait la pitié, et son orgueil, la honte. Elle priait longuement chaque soir, les mains serrées sur son chapelet, murmurant des psaumes comme pour effacer l'odeur du péché. Le colonel Armand, lui, n'avait rien dit depuis des mois. Certains disaient qu'il savait déjà, qu'il avait deviné ce qui se tramait sous son toit. Son regard, quand il croisait celui de son fils, était plus froid que jamais.
Et parfois, quand Adèle servait le repas, il fixait son ventre sans un mot, comme si le fruit qu'elle portait était à la fois une menace et une révélation. Les mois d'attente furent interminables. Les pluies de septembre tombèrent sur la plantation, lavant les chemins mais pas les consciences. À chaque coup de tonnerre, Adèle sursautait. Elle rêvait souvent d'eau et de sang mêlés, de flammes dansant sur les champs. Elle se réveillait en sueur, persuadée que son enfant naîtrait maudit. Et pourtant, quand le jour arriva, la douleur effaça tout. Ce fut une nuit sans lune. Dans une case isolée, aidée par Mina et deux vieilles femmes, Adèle mit au monde un garçon. Son cri fendit la nuit, un cri si puissant qu'il sembla faire trembler la maison des maîtres. L'enfant était beau, sa peau plus claire que celle de sa mère, ses yeux d'un vert étrange presque doré. Mina, en le voyant, recula d'un pas. « Ce n'est pas un enfant », dit-elle à voix basse, « c'est un signe. » Adèle, épuisée, serra le nouveau-né contre elle. Dans ce petit corps fragile, elle sentait à la fois la peur et la revanche du monde entier. Le lendemain, Madame Henriette envoya chercher la mère et l'enfant. Elle entra dans la pièce sans un mot, observant Adèle comme une chose qu'on hésite à écraser. Puis elle demanda à voir le bébé. Quand on le lui présenta, elle pâlit. Ses traits, surtout le regard, rappelaient trop ceux de son propre fils. « Il ne doit jamais porter notre nom, » dit-elle enfin. « Et quel nom portera-t-il » osa demander Adèle. Henriette se tourna vers elle, glaciale. « Aucun. » Elle ordonna que l'enfant soit baptisé sous le prénom Louis, sans nom de famille, comme un orphelin. Le prêtre, obéissant, se contenta d'un signe de croix. Mais les gens des cases, eux, lui donnèrent un autre nom, un nom de l'ombre, Tyléon, le lion né de la honte. On disait qu'il avait dans le regard la force des deux mondes, celui des maîtres et celui des esclaves, et que cette force finirait par dévorer la maison des champs. Les années passèrent et l'enfant grandit. Adèle travaillait toujours, mais plus personne ne la commandait vraiment. Même Madame Henriette semblait la craindre un peu. Tyléon jouait dans la cour, observé de loin, à la fois protégé et isolé. Charles, son père, le regardait parfois de la fenêtre du bureau, un verre de rhum à la main, le visage dévasté. Il ne lui adressait jamais la parole, et pourtant, dans ses yeux, brûlait une lueur étrange, celle du remords. Un soir d'octobre, alors que le vent hurlait dans les palmiers, Charles descendit dans les cuisines. Il trouva Adèle seule, réparant une lampe. Il s'assit sans mot dire, ivre et épuisé. « Pourquoi n'as-tu jamais parlé ?» demanda-t-il enfin. Adèle le fixa calmement. « Parce que tu n'aurais rien entendu. » Cette phrase resta suspendue entre eux. Puis il se leva, chancela et disparut dans la nuit. Quelques jours plus tard, on retrouva Charles au pied d'un ravin, son cheval renversé à côté de lui. On parla d'un accident, d'un chemin glissant. Mais ceux qui connaissaient les secrets de la maison des champs dirent autre chose, qu'il s'était laissé tomber, incapable de supporter le poids de ses fautes. À partir de ce jour, la maison entra dans une lente agonie. Le colonel tomba malade. Madame Henriette se cloîtra dans la chapelle, et dans les cases, les anciens disaient « Le sang s'est mélangé, le mensonge a enfanté la mort ». Adèle, désormais veuve d'un amour interdit, regardait son fils grandir. Elle savait qu'il porterait à jamais la marque de cette nuit, mais elle décida que son nom, même sans être prononcé, survivrait à tous les autres. Et chaque soir, quand le vent soufflait du large, elle murmurait pour lui « Ne hais personne, mais n'oublie jamais ». Car elle sentait déjà que le destin de Tyléon serait celui de la revanche, mais aussi celui du souvenir. Les années s'écoulèrent comme des saisons figées. Sur l'habitation des champs, rien ne semblait changer et pourtant tout s'effritait lentement. Le sucre se vendait moins bien, les barriques de rhum s'accumulaient dans l'entrepôt et les hommes libres qui travaillaient encore pour la maison murmuraient que le sol lui-même rejetait la canne. Mais le véritable poison ne venait pas des champs. Il vivait dans la grande maison, dans ses murs trop blancs et ses silences trop lourds. Tyléon, que le prêtre avait nommé Louis mais que tout le monde appelait à sa manière, grandissait.
Il avait 12 ans maintenant, grand pour son âge, le regard fixe, presque fiévreux. Sa peau claire le faisait remarquer parmi les enfants des cases, mais son nom absent le condamnait à n'être ni tout à fait l'un des leurs, ni tout à fait un autre. Il posait des questions auxquelles personne ne voulait répondre. « Pourquoi je n'ai pas de nom ?»« Parce que les noms mentent, » lui disait Adèle. « Et qui était mon père ?» Elle se taisait. Alors, il s'éloignait, frustré, et allait courir jusqu'à la rivière, là où l'eau des collines coulait claire et rapide, comme s'il voulait fuir son propre sang. Dans les cases, les anciens observaient l'enfant en silence. Certains voyaient en lui un présage. D'autres craignaient qu'il n'apporte la colère des maîtres d'outre-tombe. Mina, la vieille servante qui avait aidé à sa naissance, répétait « Le vent l'a choisi. Il entend des choses que nous, on n'entend pas. » Et c'était vrai. Tyléon semblait percevoir ce que les autres ignoraient. Il se réveillait la nuit en sursaut, disant avoir entendu des voix dans la maison, des pleurs, des pas dans l'escalier. La maison des champs n'était plus qu'une ombre. Le colonel Armand, vieilli et malade, passait ses journées dans un fauteuil près de la véranda. Il regardait la mer immobile, comme un roi déchu contemplant son royaume perdu. Madame Henriette priait sans cesse. Sa chapelle sentait la cire et la peur. Elle ne parlait plus à personne, pas même à Adèle, qu'elle croisait parfois dans les couloirs comme un spectre silencieux. Et Adèle, elle, continuait de servir, sans plainte. Elle avait appris à se mouvoir dans la maison comme une ombre, invisible mais indispensable. Elle veillait sur son fils avec la tendresse inquiète de ceux qui savent que le destin approche toujours à pas lents. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Tyléon aperçut le colonel, assis dans son fauteuil. Il s'approcha timidement. « Bonsoir, monsieur. » Le vieil homme tourna lentement la tête. Ses yeux, ternes et fatigués, s'arrêtèrent sur le visage de l'enfant. Un frisson traversa son corps. « Qui t'a permis d'entrer ?»« Personne. Je voulais juste voir la mer d'ici. » Le colonel resta silencieux un moment. Puis, d'une voix rauque, il demanda « Comment t'appelles-tu »« Tyléon. »« Non, ton vrai nom. Je n'en ai pas. » Un long silence suivit. Le vieil homme baissa les yeux. Ses doigts tremblaient. « Va-t'en » dit-il enfin. L'enfant obéit, mais ce soir-là, le colonel ne dormit pas. Car dans le regard du garçon, il avait cru revoir celui de son fils défunt, le même éclat vert, la même intensité, et il sut alors ce que tout le monde savait déjà sans jamais l'avoir dit. L'enfant du silence portait le sang des champs. Les jours suivants, le colonel fit appeler sa femme. On entendit des éclats de voix dans la chambre. Henriette refusait d'en parler. Elle répétait « Ce garçon est une honte. Si Dieu avait voulu qu'il soit des nôtres, il serait né dans la lumière, pas dans le mensonge. » Mais le colonel, peut-être pour la première fois de sa vie, se sentit coupable. Il fit discrètement envoyer un précepteur pour apprendre à lire et à écrire à Tyléon. Quand Adèle l'apprit, elle alla le voir. « Pourquoi maintenant ?» Le colonel détourna le regard. « Parce qu'il portera ce que nous avons voulu cacher. » À partir de ce jour, Tyléon fréquenta la maison principale. Il y entra d'abord en silence, intimidé, observant les tableaux, les meubles massifs, les portraits des ancêtres des champs. Il découvrit un monde qui semblait à la fois sien et étranger. Le précepteur, un homme pâle venu de France, lui apprit les lettres et les chiffres. Mais plus l'enfant apprenait, plus il posait de questions. Pourquoi certains sont maîtres et d'autres serviteurs? Parce que Dieu l'a voulu ainsi, répondit un jour le précepteur. Et pourquoi Dieu n'a pas voulu autrement? L'homme resta sans voix. Chaque nouvelle réponse ouvrait un gouffre dans le cœur du garçon. Il comprit peu à peu que l'injustice n'était pas une erreur, mais une fondation, et il décida, en secret, de la fissurer. Une nuit, il entra dans la chapelle, où sa grand-mère priait. La pièce était vide. Sur l'autel, un crucifix doré brillait faiblement.
Tyléon s'en approcha, le toucha du bout des doigts. Il murmura « Si tu vois tout, alors pourquoi as-tu laissé ma mère souffrir ?» La flamme d'une bougie vacilla, et dans le silence, il crut entendre un souffle, comme un soupir venu des murs. À partir de ce soir-là, quelque chose changea. Le vent du Morne Rouge se fit plus fort, les nuits plus étranges. Certains disaient qu'on entendait dans les couloirs des pas d'enfants. D'autres juraient avoir vu derrière les fenêtres une silhouette aux yeux dorés. Tyléon, devenu adolescent, n'avait plus peur. Il se tenait debout face au maître, même à ceux qui le méprisaient. On racontait qu'un jour, un intendant l'avait giflé pour une parole jugée insolente. Le lendemain, cet homme fut retrouvé inconscient, mordu par un serpent dans le jardin. « Le vent veille sur lui », disaient les anciens. Madame Henriette, elle, dépérissait. Chaque fois qu'elle croisait le garçon, elle faisait le signe de croix. Elle disait qu'il portait en lui la malédiction d'Ève. Mais ce qu'elle craignait vraiment, c'était la vérité. Le visage du péché portait maintenant le nom de son sang. Dans la nuit du 14 juillet 1887, une tempête éclata sur la Guadeloupe. La foudre frappa la maison, incendiant une partie de la toiture. Les domestiques coururent chercher de l'aide. Au milieu du chaos, on vit Tyléon debout sous la pluie, le visage levé vers le ciel, comme s'il défiait la colère divine. La lumière des éclairs l'enveloppait, et certains jurèrent qu'on voyait autour de lui un halo rouge, comme une couronne de feu. Le lendemain, quand le soleil revint, la moitié du toit était détruite. Le colonel, épuisé, mourut quelques semaines plus tard. On dit que son dernier mot fut « pardon ». À son enterrement, Tyléon resta en retrait, le regard fixé sur le cercueil. Adèle, à ses côtés, murmura « Voilà ce que le sang fait aux hommes ». Mais au fond d'elle, elle savait que le sang, tôt ou tard, demanderait d'autres comptes. L'année 1888 s'ouvrit sur un silence lourd. Le vent du large ne chantait plus, il gémissait. Les champs de canne, jadis ordonnés, semblaient envahis par une force sauvage, comme si la terre elle-même refusait désormais de nourrir les hommes qui l'avaient asservie. Dans la grande maison des champs, tout paraissait figé. Les rideaux tirés, les chandeliers éteints, les couloirs pleins de poussière. La mort du colonel avait vidé les lieux de son souffle. Madame Henriette errait entre la chapelle et sa chambre, murmurant des prières que plus personne n'écoutait. Tyléon avait 18 ans. Ses épaules s'étaient élargies, sa voix s'était faite grave. Il portait encore les vêtements simples des ouvriers de la plantation, mais son regard ne trompait personne. Il n'était plus un enfant. Dans ses yeux dorés brillait une intelligence âpre, une colère froide, presque tranquille. On disait dans les cases qu'il était né sous un signe de feu et qu'aucune eau ne pourrait l'éteindre. Depuis la mort du colonel, il travaillait seul dans les champs les plus éloignés, là où le vent hurlait entre les collines. Adèle, inquiète, le voyait s'éloigner chaque matin sans savoir ce qu'il allait faire. Il revenait couvert de sueur, de boue et de silence. Parfois, elle remarquait sur ses mains des traces noires de charbon. « Que fais-tu là-haut, mon fils ?»« Je parle au vent, » répondait-il simplement. Mais le vent qu'il écoutait n'était pas un ami. C'était la mémoire des morts, la voix des ancêtres, celle qui lui rappelait chaque nuit la honte et le feu du sang mêlé. Et plus il l'écoutait, plus il comprenait ce qu'il devait faire. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière la mer, Tyléon se rendit à la maison principale. Il entra sans frapper. Madame Henriette priait à genoux, une chandelle à la main. Quand elle le vit, elle recula. « Que veux-tu ? Vous avez fait de ma mère une esclave et de moi un fantôme, dit-il calmement. Tu blasphèmes, murmura-t-elle. Non, je rappelle ce que vous avez voulu oublier. Il avança d'un pas, lentement, sans colère apparente. Mon père est mort, dit-il, le vôtre aussi. Mais le nom Deschamps vit encore. Il brûle, comme un brandon dans la chair de ceux qui l'a marqué. Elle voulut prier plus fort, mais sa voix se brisa. « Tu veux quoi? De l'argent? Un nom ?» Tyléon la fixa.
Non, je veux que le feu parle pour moi. » Elle pâlit. Avant qu'elle ne puisse crier, il se détourna et quitta la pièce. Cette nuit-là, Adèle sentit l'air changer. Le vent soufflait du nord, sec et chaud, charriant une odeur étrange, celle du rhum, du bois et de la colère. Elle sortit de sa case et vit au loin la lumière vacillante d'une torche. Tyléon avançait entre les champs, silhouette noire contre le ciel rouge. Elle courut après lui, les pieds nus sur la terre humide. « Tyléon » cria-t-elle, « qu'est-ce que tu fais ?» Il ne se retourna pas. Ce qu'ils ont semé. Lorsqu'elle le rejoignit, il s'arrêtait déjà devant la vieille distillerie, cœur du domaine, où reposaient des barriques pleines d'alcool. Il leva la torche. « Non !» supplia Adèle, « pas ça !» Il la regarda longuement, et dans son regard, elle lut à la fois toute la douleur du monde et toute la justice du feu. « Maman, dit-il doucement, tu m'as appris à ne haïr personne. Je ne hais pas, j'efface. » Puis il lança la torche. L'explosion fut immense. Un souffle de chaleur envahit la plaine, les flammes s'élevèrent comme des serpents d'or et de sang. Les barriques éclatèrent, le rhum se répandit, le feu courut sur la terre comme un animal affamé, les domestiques hurlèrent, les chevaux s'enfuirent, les cloches de la chapelle sonnèrent d'elles-mêmes. Madame Henriette, réveillée en sursaut, se précipita sur le balcon. Le spectacle la cloua sur place. La distillerie flambait, le ciel tout entier semblait s'embraser. Et au milieu de la fournaise, elle aperçut Tyléon, debout, immobile, les bras ouverts vers les flammes. Adèle accourut jusqu'à lui, essayant de le tirer en arrière. La chaleur brûlait sa peau, mais elle refusait de le lâcher. « Assez !» cria-t-elle. « Tu veux les rejoindre? Tu veux mourir comme eux ?» « Non, dit-il, je veux qu'ils entendent enfin ce que le vent dit depuis ma naissance. » Le feu gagna la maison. Les rideaux prirent feu, les poutres craquèrent. Les serviteurs fuyaient en tous sens. Adèle réussit à traîner son fils hors des flammes, vers la cour. Ensemble, ils regardèrent la demeure s'effondrer sur elle-même dans un vacarme de tonnerre. Le lendemain matin, il ne restait que des cendres. Madame Henriette fut retrouvée près de la chapelle, morte asphyxiée. Dans sa main, on retrouva un chapelet fondu et un morceau de parchemin carbonisé sur lequel on pouvait encore lire « Pardon ». Adèle et Tyléon restèrent seuls au milieu des ruines. Autour d'eux, les anciens s'étaient rassemblés, silencieux. L'un d'eux dit « Ce feu-là n'est pas un crime, c'est la terre qui se nettoie ». Adèle tomba à genoux. Ses mains tremblaient, son visage couvert de suie. « Qu'as-tu fait, mon fils ?» murmura-t-elle. Tyléon posa une main sur son épaule. « Ce qu'ils ont fait de moi. » Le vent souffla, soulevant la cendre encore tiède. Un fragment de tissu blanc s'envola, un reste de voile, celui d'une mariée d'autrefois. Adèle le regarda s'éloigner et comprit que la boucle venait d'être refermée. Quand le soleil se leva sur le morne rouge, le domaine des champs n'était plus qu'une plaie fumante sur la colline. Le vent, chargé d'odeurs de cendres et de sucre brûlé, descendait jusqu'à la mer. Là où s'élevaient jadis les murs blancs de la grande maison, il ne restait qu'un squelette de pierre noircie, encore tiède. Les cannes couchées fumaient encore, les barriques de rhum gisaient éventrées, et l'air semblait vibrer d'un murmure ancien, comme si la terre récitait enfin son histoire. Les survivants se taisaient. Aucun cri, aucune prière ne sortait des lèvres. Tous regardaient le feu mourir comme on regarde la fin d'un monde. Au centre de la cour, Adèle tenait la main de Tyléon, les yeux perdus dans le vide. Elle n'avait plus de maison, plus de maître, plus de certitude. Elle n'avait plus que lui, son fils, son juge, son châtiment. Les soldats arrivèrent à midi. On les avait envoyés depuis Basse-Terre après qu'une colonne de fumée avait été vue de la côte. Ils découvrirent un champ de ruines, des cadavres calcinés, et un silence qui leur fit plus peur que la mort. Le capitaine, un homme à la moustache grise, demanda « Qui a fait cela ?» Personne ne répondit. Les travailleurs des cases baissèrent la tête. Le vent soufflait trop fort pour qu'on entende le battement des cœurs. Alors Adèle s'avança. Ses pieds nus écrasaient la cendre chaude.
Elle dit simplement « C'est moi ». Le capitaine la fixa, surpris par la calme dignité de sa voix. Il n'avait jamais vu une femme parler ainsi. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que tout ce qui brûlait ici n'aurait jamais dû exister. » Elle ne pleura pas quand on la fit monter dans la charrette. Tyléon voulut la suivre, mais elle le repoussa doucement. « Tu ne dois pas venir. C'est fini pour moi, pas pour toi. Je ne te laisserai pas. Tu le feras, dit-elle, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que tu marches libre sur cette terre. » Les soldats l'emmenèrent. Tyléon resta seul, debout parmi les ruines. Le vent rabattait la fumée autour de lui, le couvrait d'un manteau gris. Il serra les poings, sans pleurer. Dans sa poitrine, la colère se changeait lentement en silence. À Basse-Terre, on jugea Adèle en secret. Le tribunal colonial voulait éviter le scandale. Une femme noire accusée d'avoir incendié une des plus vieilles maisons de planteurs de l'île. C'était trop. On décida de l'enfermer à vie dans l'ancien couvent de Saint-Claude, transformé en prison. Mais à peine quelques semaines plus tard, la rumeur courut qu'elle était morte. Certains disaient qu'elle avait refusé de manger, d'autres qu'elle avait mis le feu à sa cellule. Tyléon, lui, refusa de croire qu'elle était partie. Il erra des jours entiers dans la forêt, cherchant un signe, un mot, une trace. Une nuit, il jura avoir entendu sa voix dans le vent. « Ne hais personne, mais n'oublie jamais. » Alors il partit. Nul ne sut vraiment où il alla. On le vit une dernière fois au port de Pointe-à-Pitre, vêtu d'une chemise déchirée, un sac sur l'épaule. Il embarqua sur un navire marchand en partance pour Saint-Domingue. Les témoins disaient qu'il ne s'était pas retourné. Les années passèrent. Les terres du Morne-Rouge restèrent stériles. Personne n'osa reconstruire la maison des champs. On disait que chaque fois qu'un homme tentait d'y planter quelque chose, le sol rejetait les semences. Les colons évitaient de prononcer le nom d'Adèle. Mais les anciens le chuchotaient encore autour des feux. Pour eux, elle n'était pas une criminelle. Elle était celle qui avait brûlé les chênes, celle qui avait rendu à la terre ce qu'on lui avait volé. Tyléon, de son côté, refit sa vie à Saint-Domingue. Il travailla d'abord dans les docks, puis dans une distillerie. Mais partout où il allait, les gens le regardaient avec curiosité. Son regard doré, son silence, sa force tranquille. Certains disaient qu'il pouvait sentir la pluie avant qu'elle n'arrive. D'autres qu'il parlait au vent. Il ne contredisait jamais personne. Un soir, un vieil homme l'approcha dans une taverne. « Toi, tu viens du Morne-Rouge, n'est-ce pas ?» Tyléon leva les yeux. « Oui. »« J'y ai travaillé autrefois, dit le vieil homme. Je me souviens de ta mère. On disait qu'elle était faite de feu. » Tyléon répondit « Le feu ne meurt pas. Il attend qu'on l'appelle. » Puis il se leva et partit dans la nuit. On ne le revit plus jamais. Certains affirmèrent qu'il était mort dans un cyclone. D'autres qu'il avait rejoint une communauté de marrons dans les montagnes. Mais pour les conteurs de Guadeloupe, son histoire ne s'arrêta pas là. Il racontait qu'à chaque fois qu'un incendie éclatait sur l'île, une silhouette apparaissait dans les flammes. Un jeune homme aux yeux dorés, le visage calme, marchant sans peur dans le feu. Et dans le souffle du vent, on pouvait entendre une voix de femme murmurer « Ce qui brûle, ce n'est pas la colère, c'est la mémoire. » Des années passèrent. Le temps effaça les noms sur les pierres, mais pas les murmures. L'habitation des champs, autrefois symbole de gloire et de richesse, n'était plus qu'une ruine envahie par les lianes et les racines. Les oiseaux avaient fait leur nid dans les fenêtres béantes. La nature reprenait ce qu'on lui avait volé. Les colons plus jeunes évitaient ce lieu qu'ils appelaient le morne du feu. Les anciens, eux, s'y rendirent parfois en silence, déposant du rhum ou une bougie, comme on honore une tombe qu'on n'ose nommer. Le nom d'Adèle circulait encore, mais il avait changé de forme. Pour les uns, elle était devenue une sorcière, une femme qui avait vendu son âme pour venger les siens. Pour les autres, elle était une sainte cachée, une martyre du feu qui avait purifié la terre des péchés des maîtres. Dans les veillées, les conteurs commençaient toujours ainsi. Il y a longtemps, une femme a brûlé la maison de ceux qui avaient volé la lumière. Et les enfants écoutaient, les yeux grands ouverts, tandis que les flammes des bougies tremblaient au rythme du récit.
La légende racontait que, dans les nuits de vent, on pouvait voir une silhouette noire descendre des collines, portant une torche qui ne s'éteignait jamais. Là où elle passait, le vent se calmait. La terre respirait à nouveau. On disait aussi qu'elle n'était jamais seule. Derrière elle marchait un jeune homme aux yeux d'or, tenant dans ses mains un flambeau invisible. Les gens les appelaient les gardiens du feu. Dans les villages de la Guadeloupe, chaque génération ajouta un fragment à leur histoire. Certains disaient qu'Adèle n'était pas morte dans la prison de Saint-Claude. Elle s'était échappée pendant un incendie et avait disparu dans la forêt. D'autres affirmaient que Tiléon, son fils, avait fondé un village caché dans les montagnes, peuplé de descendants d'esclaves et de colons mêlés, vivant loin des lois des Blancs et des chaînes de l'Empire. Ce mythe dérangeait les prêtres et les administrateurs. On interdisait de raconter ces histoires pendant les messes. On menaçait ceux qui allumaient des bougies près des ruines. Mais la mémoire populaire est plus forte que la loi. Plus on voulait la faire taire, plus elle s'enracinait. Vers la fin du siècle, un journaliste de Paris vint en Guadeloupe pour écrire sur les superstitions du peuple noir. On lui parla d'Adèle et de son fils. Il monta jusqu'aux ruines du Morne Rouge, accompagné d'un guide créole. Le vent soufflait si fort qu'il devait crier pour s'entendre. Arrivé en haut, le Français rit. Des histoires, rien que des histoires, mais le guide, pâle, montra du doigt le sol. Là, au milieu de la poussière, une flamme minuscule brûlait sans bois ni huile. Le journaliste voulut l'éteindre du bout de sa botte. La flamme s'éteignit en un souffle, puis se ralluma aussitôt. Ce soir-là, dans son carnet, il écrivit « On dit qu'ici, le feu ne meurt pas ». Les décennies passèrent encore. Les colons partirent, les champs furent abandonnés, puis vendus à de nouveaux propriétaires. Mais aucun d'eux ne resta longtemps. La nuit, on entendait le vent frapper les volets, puis une voix de femme murmurant « Ce qui brûle, ce n'est pas la colère, c'est la mémoire ». Les conteurs du XXe siècle transformèrent leur histoire en chansons. Le refrain disait « Feu du morne, vent des collines, Adèle marche, Tiléon la suit ». Ceux qui oublient le sang des racines sentiront la flamme avant minuit. La chanson se transmettait dans les écoles, puis fut interdite. Mais les enfants la chantaient quand même, en cachette, comme une prière. Un jour, une jeune institutrice, originaire de Pointe-à-Pitre, entreprit de retrouver la tombe d'Adèle. Elle fouilla les archives, interrogea les vieillards. Aucune trace officielle, ni acte de décès, ni registre de naissance pour Tiléon. Rien. Comme si l'histoire avait voulu effacer ceux qui l'avaient défiée. Mais dans le vieux couvent de Saint-Claude, elle trouva un mur gravé de mots à moitié effacés. Ne hais personne, mais n'oublie jamais. Sous la mousse, on devinait encore une initiale. Un A tracé dans la pierre, suivi d'un T presque invisible. Ce soir-là, l'institutrice monta jusqu'au Morne Rouge. Le vent soufflait, chaud et lourd, chargé de cendres anciennes. Elle alluma une bougie, la posa sur une pierre. La flamme vacilla, puis resta droite. Elle jura avoir vu, l'espace d'un instant, une femme debout dans la lumière, le visage calme, les yeux brûlants. Derrière elle, un jeune homme aux yeux d'or regardait la mer. Puis le vent se leva et tout disparut. Depuis ce jour, chaque année, à la même date, les habitants du Morne Rouge montent jusqu'aux ruines. Ils déposent des bougies, du rhum, parfois des fleurs. Personne ne parle, on écoute seulement le vent. Et quand il souffle assez fort, on croit entendre deux voix, l'une grave, l'autre douce, qui se mêlent et disent ensemble « Le feu veille, le vent se souvient ». Plus d'un siècle s'est écoulé depuis que les flammes ont dévoré la maison des champs. Les collines du Morne Rouge sont redevenues vertes, et les champs de canne ondulent à nouveau sous le vent. Mais pour ceux qui savent regarder, la terre garde encore des cicatrices. Un sol plus sombre par endroits, des pierres fissurées, comme si la chaleur du passé y brûlait toujours. Pendant longtemps, la France officielle n'a rien voulu savoir de cette histoire. Les manuels scolaires parlaient de la prospérité des colonies, de l'abolition de 1848 et d'un empire qui apportait la civilisation. Nulle part,
le nom d'Adèle n'apparaissait. Et encore moins celui de Tiléon. Mais le vent, lui, ne s'était jamais tu. Dans les années 1970, un historien guadeloupéen du nom de Julien Lauracine découvrit par hasard un fragment de registre colonial dans les archives de Basse-Terre. Une ligne à demi effacée y mentionnait « Incendie de l'habitation Deschamps, Morne-Rouge, 1888, cause probable, acte criminel féminin ». Aucune autre précision. Pour Lauracine, ce mot « féminin » était une invitation. Qui était cette femme? Pourquoi son nom avait-il été rayé? Pendant 10 ans, il enquêta. Il interrogea les anciens, parcourut les ruines, rassembla les chants populaires. Chaque fragment, chaque rumeur le ramenait à un même nom chuchoté, Adèle du Feu, et partout la même phrase. C'est elle qui a brûlé la honte. Quand il publia son livre « Les cendres du nom », le scandale fut immense. Les autorités locales tentèrent d'empêcher la diffusion, arguant qu'il salissait la mémoire coloniale. Mais le peuple, lui, s'empara de l'histoire. Dans les écoles, les professeurs commencèrent à parler de cette femme oubliée. Dans les théâtres, on monta des pièces inspirées de sa vie, et dans les rues de Basse-Terre, une première fresque apparut, une silhouette de femme tenant une torche, son regard tourné vers la mer. Le vent du Morne-Rouge semblait souffler plus fort ce jour-là. Peu à peu, Adèle sortit de la légende pour redevenir une présence. Les historiens confirmèrent que plusieurs familles créoles portaient encore dans leur sang le nom effacé des Deschamps. Certains témoignages évoquaient même des descendants de Tiléon, installés à Port-au-Prince ou à Paris, ignorant tout de leurs origines. En 2013, une équipe d'archéologues entreprit de fouiller les ruines du Morne-Rouge. Sous la pierre effondrée de l'ancienne chapelle, ils découvrirent une boîte de métal noircie. À l'intérieur, un chapelet fondu, quelques cendres et un petit morceau de tissu conservé miraculeusement. Sur ce tissu, brodé à la main, on pouvait lire « A. Ne hait personne, mais n'oublie jamais ». La presse s'en empara. Les journaux de Paris titrèrent « La vengeresse du Morne-Rouge, mythe ou vérité ». Les plateaux de télévision en parlèrent. Certains minimisaient une simple légende d'esclave. D'autres voyaient en elle une figure de révolte, une Jeanne d'Arc des Antilles. Mais dans les îles, on ne discutait pas. On savait. En 2018, 130 ans après l'incendie, le gouvernement français décida enfin de reconnaître l'acte d'Adèle comme symbole de résistance à l'ordre colonial et à l'injustice raciale. Une plaque fut installée sur le site du Morne-Rouge. On y grava ces mots « Ici vécut Adèle, dite du Feu, 1848-1888, qui brûla la maison de ses maîtres pour rendre la terre à ses ancêtres. Le vent porte encore son nom. » Le jour de l'inauguration, le ciel était clair, mais le vent se leva brusquement quand on dévoila la plaque. Parmi la foule, un vieil homme pleura en silence. Il tenait dans sa main un petit médaillon. À l'intérieur, la photo d'une femme qu'on disait être sa bisaïeule, une domestique venue d'Haïti aux yeux d'or pâle. On murmura qu'il descendait de Tiléon. Personne n'osa lui demander. Le soir, alors que tout le monde repartait, le vent se remit à souffler. Certains témoins dirent qu'une flamme minuscule s'était allumée seule sur la plaque, juste au-dessus de la lettre A. Une flamme claire, tranquille, qui ne brûlait rien. Aujourd'hui encore, au Morne-Rouge, la colline porte son nom officieux, la montagne d'Adèle. Les touristes s'y arrêtent, souvent sans savoir ce qu'ils regardent. Mais les habitants, eux, continuent de raconter l'histoire au coin du feu. Leurs mots sont les mêmes depuis des générations. Elle a brûlé la maison, pas pour tuer, mais pour purifier. Elle a rendu à la terre ce que les hommes avaient volé. Et quand le vent se lève, c'est qu'elle passe. Le vent du soir descend sur la mer. Il soulève les herbes, caresse les pierres, s'attarde sur les ruines. Parfois, il semble murmurer quelque chose. Si l'on écoute bien, on distingue deux voix, celle d'une femme et celle d'un jeune homme. Elles se confondent dans le souffle du monde et disent encore « Le feu veille, le vent se souvient ».